On va parler du sommeil, sa physiologie et l'architecture, les liens entre le sommeil et l'obésité, les liens entre l'obésité et les différents troubles de sommeil, et enfin, dans cette population un peu difficile, comment évaluer et comment améliorer le sommeil. Le sommeil est régulé par deux grands systèmes. D'abord, le système homéostasique ou la pression de sommeil. Il est régulé principalement par la durée de l'éveil. Plus que vous êtes éveillé, plus que vous êtes fatigué, mais aussi par l'activité physique. Et deuxièmement, le système circadien. Ce système résume le fait qu'on a des horloges dans toutes nos cellules. Les cellules travaillent ensemble dans les organes pour organiser les activités de la journée. Par exemple, les intestins sécrètent les enzymes au bon moment pour digérer nos repas. Et ce système circadien est régulé d'abord par la lumière qui synchronise une horloge centrale qui communique par la suite avec les horloges périphériques par voie d'une hormone qui s'appelle la mélatonine, mais il est aussi synchronisé par la vie sociale et par l'exercice physique. Chez les adolescents, cette régulation de sommeil par deux systèmes s'avère compliquée. D'abord, pour le système homéostasique, on sait qu'il y a une diminution des besoins de sommeil tout au long de l'adolescence, passant des 10 heures normales pour les enfants à 7h30 normales pour les adultes, mais avec les grandes variations interindividuelles. Chez les adolescents qui sont obligés de se lever tôt pour les études, mais qui ont des activités sociales le soir, il est assez facile de se trouver en privation de sommeil. Mais les effets sur le système circadien aggravent ce problème. Le système circadien chez les adolescents se met plutôt vers le soir. Ça veut dire qu'un adolescent a envie de se coucher tard, mais aussi de se lever tard. Il est aussi un peu plus autonome avec ses horaires par rapport avec les enfants, donc il peut décider de se coucher tard. Et à ceci s'ajoute l'effet de lumière des écrans le soir qui, lui, empêche la sécrétion de mélatonine. Donc les adolescents se couchent tard, la mélatonine n'est pas nécessairement correctement sécrétée, ils sont obligés de se lever tôt le matin, quoi qu'il arrive, pour les études, et ces deux effets poussent un temps de sommeil insuffisant et à une irrégularité des horaires, typiquement avec les grasses matinées le week-end. Je reviens sur la durée de sommeil des adolescents. La durée normale pour un ado, en moyenne, c'est de 9 heures. Mais une durée de sommeil insuffisante est très fréquente. En France, en 2023, les ados dorment en moyenne 8 heures en semaine et 8,7 heures le week-end avec une grande variabilité inter-individu. Il faut savoir que si on regarde le risque d'obésité, il est multiplié par 5 dans cette population à chaque diminution d'une heure de sommeil. Donc, il y a un lien clairement entre la durée de sommeil et l'obésité. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet est beaucoup plus marqué chez les garçons que chez les filles, qui, elles, ont tendance à dormir un peu plus longtemps que les garçons. Comment peut-on expliquer ce lien entre l'obésité et une privation de sommeil? On a les études qui montrent clairement qu'une privation de sommeil la nuit augmente la consommation en calories et notamment la consommation des sucres. Pourquoi cela? On sait chez les adultes qu'une diminution de temps de sommeil modifie la sécrétion de ghrelin et de leptine. Ces deux hormones qui sont clés pour contrôler l'appétit et la satiété. On peut dire aussi que si vous êtes privé de sommeil, vous êtes fatigué, donc vous allez probablement diminuer l'activité physique. Vous aurez, si vous dormez moins, probablement plus de temps à manger, donc vous allez probablement augmenter la consommation des aliments, quel que soit le contenu de ces aliments. Et tous ces éléments ensemble, la diminution de l'activité, l'augmentation du temps pour manger et l'augmentation des aliments qui sont assez caloriques, va conclure à une obésité. Mais les études récentes mettent en exergue le fait que ce n'est pas que la durée de temps de sommeil qui est importante, mais aussi la régularité. Qu'est-ce que je veux dire par la régularité? Je veux dire qu'il y a une heure de coucher et de lever qui est relativement fixe. On sait que, d'après les études récentes, que plus qu'on a les horaires qui varient,
plus qu'on a une augmentation de l'obésité. Chez les garçons, ces horaires très irréguliers concluent soit un enfant qui soit en sous-poids ou obèse, mais chez les filles, cette irrégularité des horaires vraiment contribue à l'obésité. La régularité des horaires est très importante, non seulement pour le poids, mais aussi au sein de cette population obèse, parce que ceux qui ont des horaires irréguliers ont plus de conséquences cardio-métaboliques. Pourquoi cette régularité? Pourquoi elle est importante? On pense que la régularité des horaires synchronise l'horloge biologique. Ça veut dire que le cerveau et toutes les horloges périphériques dans les organes sont tous en train de jouer de façon synchrone. Et si on a les horloges dans les organes qui commencent à se désynchroniser, on sait qu'il y a des conséquences importantes. Un bon exemple de cela, c'est le jet lag. Si vous avez un jet lag conséquent, vous ne vous sentez pas très bien dans votre assiette, vous ne mangez pas bien, vous ne dormez pas bien. Et cette désynchronisation d'horloge peut se produire en France, sans décalage horaire, par une désynchronisation des différentes horloges grâce à cette irrégularité des horaires. Quels sont les effets des horloges désynchronisées? On sait qu'il y a une prise de poids, les effets sur le métabolisme, sur le sommeil, sur l'activité physique, l'immunité et l'humeur. C'est quelque chose qui est important. Il faut garder des horloges synchrones. Le dernier élément qui semble important, c'est la qualité de sommeil. Si on prend les adolescents avec une mauvaise qualité de sommeil par rapport avec ceux qui ont une bonne qualité de sommeil, on voit qu'il y a une augmentation du risque d'obésité chez les ados avec une mauvaise qualité de sommeil. Et ce risque est plus marqué chez les jeunes. La question doit se poser, c'est pourquoi ce sommeil est de mauvaise qualité? Est-ce que c'est parce qu'il y a une pathologie de sommeil qui fragmente le sommeil? On sait qu'une fragmentation de sommeil modifie la sécrétion de leptine et ghrelin. Donc, il faut savoir si la qualité de sommeil est bonne et sinon, enquêter sur le pourquoi du comment. Donc, pour résumer, une méta-analyse récente a identifié les différents facteurs qui sont liés à l'obésité. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces éléments sont modifiables. En rose, c'est les éléments qui sont fortement liés. Un chronotype de soins, les troubles d'endormissement, l'hygiène de sommeil, la régularité de sommeil et la qualité de sommeil. En orange, les facteurs qui sont liés mais de façon moins importante, notamment les couchers tardives et une irrégularité. Et enfin, deux éléments qui semblent-ils un peu liés mais les études sont hétérogènes, l'efficacité du sommeil et quelque chose qui s'appelle le jet lag social. Ces éléments sont tous modifiables et on a identifié d'autres éléments qui sont potentiellement importants, la consommation alimentaire le soir, les écrans, les troubles d'humeur et peut-être un effet de l'activité physique. Donc, est-ce que les troubles de sommeil sont-ils fréquents chez l'adolescent obèse? Une étude faite à Bordeaux nous confirme ce fait. On voit que les symptômes qui évoquent des troubles respiratoires sont fréquents, notamment un renflement, que les troubles de vigilance, notamment une somnolence également. Une qualité de sommeil est mauvaise chez quasiment 50% et un insomnie d'endormissement aussi. C'est les troubles qui sont fréquents. Est-ce que les symptômes de sommeil sont liés à des pathologies? Cette étude a fait une polysomnographie chez certains enfants et a trouvé que 78% avaient un trouble respiratoire, dont la moitié un syndrome d'apnée de sommeil qui nécessitait chez certaines une prise en charge spécifique et chez d'autres un trouble de rythme circadien qui nécessitait un traitement par mélatonine. Il y a un lien clair entre l'obésité et le syndrome d'apnée de sommeil chez les ados. Vous pouvez voir en haut à droite que 5% des adolescents obèses ont un syndrome d'apnée de sommeil sévère versus 0% des enfants non obèses. Il faut savoir aussi, vous pouvez voir en bas, que les conséquences cardio-métaboliques de l'obésité sont augmentées par un SAS. Et finalement, le traitement de SAS
passe par une perte de poids, s'il n'y a pas besoin de désobstruction des voies aériennes supérieures, par exemple par une amygdalectomie, chez les adolescents obèses, 4 sur 10 vont voir une disparition totale du syndrome d'apnée de sommeil à 1 an avec une perte de poids conséquente, et les études qui ont contrôlé par d'autres facteurs confirment le rôle important de cette perte de poids. L'insomnie est très fréquente chez l'adolescent obèse. La fréquence de l'insomnie va de pair avec l'augmentation de l'IMC et c'est plus fréquent chez les filles. 27% des jeunes filles adolescentes obèses ont une insomnie. Les éléments qui contribuent, c'est les troubles d'humeur, une mauvaise hygiène de sommeil, la prise d'alcool et de café, et il faut noter que 10% de cette population prend des somnifères. Il est important de faire la différence entre les troubles circadiens, notamment une maladie qui s'appelle le retard de phase, et l'insomnie, et d'écarter d'autres pathologies comme le syndrome des jambes sur repos et les apnées qui peuvent eux aussi contribuer à une insomnie. Quid des interventions sur le sommeil et l'obésité? On a plusieurs études qui sont malheureusement avec les résultats qui sont très variables, probablement parce que les interventions ont été eux-mêmes très hétérogènes. Je vous présente ici une étude par Sketchcard qui avait inclus les enfants et les ados avec un temps de sommeil normal, qui a fait une intervention à plusieurs niveaux et effectivement avec une modification de la régularité et la quantité de sommeil, avait démontré, et c'est à gauche sur la graphique, une baisse de poids qui est beaucoup plus importante qu'à droite avec un traitement habituel, où effectivement on avait autant des enfants qui perdaient de poids qui gagnaient de poids. Donc cette intervention sommeil peut être efficace, mais il faut impérativement que ça joue à la fois sur la régularité et sur la quantité et qualité du sommeil. En pratique, comment faire? Je vous recommande vivement les ressources du réseau Morphée. On a un site web dédié aux enfants et aux adolescentes qui s'appelle le sommeil de 0 à 18 ans, qui contient énormément d'informations pour les ados et pour les parents. Et on a un questionnaire dédié aux adolescents. Le patient peut, en fait, en toute anonymité, répondre aux questions et à la fin avoir un rapport qui donne les consignes spécifiques pour améliorer le sommeil avec les informations sur la régularité, sur la durée de sommeil et qui pointe les différents comportements qu'un jeune peut améliorer et éventuellement indique si jamais il y a une pathologie de sommeil qui nécessite potentiellement une consultation. En conclusion, chez les adolescents, le sommeil est étroitement impliqué dans le contrôle du poids. Un temps de sommeil adéquat, les horaires réguliers et un sommeil de qualité sont très importants. Et il faut améliorer les comportements sommeil et dépister éventuellement les pathologies de sommeil afin d'assurer un sommeil de qualité qui va permettre dans un second temps de optimiser la perte de poids.